Donc on en est ici. On en est à grapher les datas. La dernière fois, on a vu pas mal de choses, hein. On a vu déjà toute la partie un peu théorique de comment on fait une approche de DataVis, comment on réfléchit aux données, comment on travaille sur son design, etc. On avait vu une première approche de manipulation avec P5JS sur une carte, parce que voilà, c'est le premier élément le plus simple, on va dire, et puis surtout le plus marrant à faire, etc. Mais il reste encore toute une autre partie qui est les autres types de graphes en soi, et notamment d'autres librairies. Moi, je vais vous en présenter une, mais il en existe plein d'autres. Je vous invite un peu à les explorer aussi par vous-même. Là, l'idée, c'est d'essayer de manipuler déjà graph.js, qui est cette petite librairie. Voilà, chart.js, pardon. Chart.js qui est assez simple et qui va vous permettre de faire pas mal de graphes assez rapidement. Alors, aussi bien des systèmes de lignes, vous avez quoi? On a des scatters également. Euh, on a des pie charts. Vous pouvez retrouver également des bar graphes si vous voulez. Je ne sais plus où est-ce qu'il est le bar graph, mais il est par là. Vous avez des radars, vous avez pas mal de choses. Tac, tac, avec bar chart par exemple. Donc l'idée c'est de servir de tout ça, puisque tout ça c'est autant d'éléments qui sont intéressants de ça, parce que déjà pour trier les datas, mais aussi pour les présenter et pour augmenter typiquement votre discours autour de votre database, parce que souvent on va montrer la database, une bonne database elle va être composée de plusieurs éléments graphiques qui vont nous permettre de comprendre la donnée. Voilà. Également, ce qu'on va voir, c'est la dernière fois on avait vu avec P5JS, donc on va rester sur les mêmes données pour l'instant, mais on les avait chargées nous avec P5JS, avec la fonction preload, qui permettait de récupérer le CSV et de le parser automatiquement. Bon, ça c'est utile, ça marche hyper bien. Maintenant, j'aimerais vous montrer également comment le faire de manière un peu plus, pas poussée, mais de manière native, on va dire. Ce qui va vous permettre déjà de connaître la fonction native, de voir si Avec les, Fetch, c'est avec ça? Fetch, exactement, avec la méthode asynchrone de Fetch, de gérer les callbacks des erreurs, de parser les fichiers et également de commencer à trier vos données avec des fonctions de tri qui vont nous permettre de compter le nombre de météorites par année. Ça va être un peu ça l'idée. L'objectif, ça va être de faire un graphe assez simple. Ce graphe là, hop, voilà, ce graphe là qui va être un simple graphe qui nous affiche le nombre de météorites trouvés ou tombés par année. Voilà, donc on voit typiquement très peu d'éléments sur les débuts pour ensuite commencer à monter. En 1937, on en a 54 et typiquement, comme je disais, là en 2003, on compte 3323 entrées dans notre document. C'était l'année des recherches des météorites, en fait, là. C'est un peu ça. En fait, typiquement, c'est là où en fait les données c'est intéressant puisqu'il y a toujours une version subjective des données. C'est qu'en effet, elles sont pas traquées depuis 1455. Ouais. On a des sources qui sont là. Maintenant, à partir d'une certaine année, il On y a voit la qu'il y a des NASA. recherches vraiment faites, quoi, C'est ça. La de NASA se dit, on météorites. va commencer à maintenir un fichier à jour, etc. Donc c'est pour ça que c'est très utile de commencer à manipuler tout ça et de voir quel discours on peut avoir avec ça. Donc ça c'est un graphe, après vous pouvez en faire plein d'autres avec ce ce type de librairie. Il y en a un également qui est le Petite gain. question, le cours, il est enregistré aussi, hein, celui-ci, hein. Ouais, ouais, il est enregistré, ouais, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, top. Donc voilà, il y a un scatter également, je crois qu'il est dans la documentation. Il est où? Vous avez les principaux éléments, les principaux graphes, on va dire, un peu, qui sont là, qui marchent bien, hein. Le line, le bar chart qui est connu, le radar. Typiquement, vous pourriez très bien travailler sur du radar chart sur les classifications de type de météores. Le donut, le polar, hein, c'est un peu la rose de Nightingale qu'on avait déjà vu. Un bubble chart aussi, qui est assez pratique. Les scatters, les areas également. Et des données mixtes, puisque vous allez pouvoir en fait aussi mixer des databases entre elles. C'est-à-dire sur un bar chart, vous pouvez mixer plusieurs données, etc. pour commencer à les comparer. Voilà, donc c'est pour ça que cet élément-là est assez pratique. Voilà pour ça. Et après, on aura, hop là, je reviens là, vous aurez
du coup un exo qu'il faudra me rendre pour la prochaine fois, qui est de partir de l'exercice précédent, donc la data list précédente. Pour rappel, je vous ai remis l'énoncé Ouais. directement sur le Git. Vous allez designer une page complète qui va présenter l'ensemble des données Meteor Landing que vous avez. Donc c'est à vous de choisir un peu comment vous voulez faire votre truc. Donc vous allez partir de votre normalement, vous étiez censé partir de votre database que vous aviez fait pour aujourd'hui. Là, du coup, il faudra la penser et la faire. Votre page, elle devra présenter les données aussi bien sur une map, comme on avait vu la dernière fois, mais également 4 graphiques différents qui va permettre de lire davantage un peu les données, les informations que vous souhaitez mettre en avant et raconter. Donc c'est à vous de choisir le discours, à vous de choisir ce que vous souhaitez raconter. Typiquement, je reprends l'idée d'Anthony sur la sonification. Les graphes vont permettre sans doute aussi de mieux comprendre typiquement la notion de note entre les types de météores par exemple, ou entre les nombres, etc. Donc voilà, il faut repartir de là. Il faut designer entièrement la page, donc ça veut dire faire toute la partie HTML avec les titres, avec les explications, avec les légendes, faire la map, faire les graphes, etc. Voilà ce que vous aurez à faire. Donc en effet, c'est un exercice un peu lourd. Voilà. Ok. Tu dois utiliser Chart.js ou Vous pouvez, notre, moi, je vous conseille d'utiliser en effet Chart. Maintenant, vous pouvez utiliser autre chose. Chart fonctionne très bien, vous allez voir, c'est assez rapide à mettre en place. Maintenant, il y a d'autres librairies. Il y a D3 qui s'occupe de faire directement le parsing des données tout seul. D3 est un peu complexe à prendre en main. Je trouve que Chart fonctionne très bien, très facile et très rapidement, vous pouvez manipuler le design assez facilement. Donc, ça, Du coup, en reprenant notre fichier CSV de Meteor. ouais, exactement. C'est le D'accord. même fichier CSV. là, sur la page web qu'on va créer, je prends l'exemple, la page, la map de Meteor Landing, on peut du coup la rendre en plus petite. Totalement. C'est à vous également de penser justement le design de la carte. Ok. Voilà l'idée. Enfin, Donc c'est un exercice qui est un peu long, forcément. Moi je vous conseille aussi de le faire en reprenant un peu les documents que je vous ai passés, notamment sur l'approche de la data vise, puisque ça va vous permettre de mieux appréhender toute la partie design, qui est assez importante. Pour rappel, vous les aviez ici. Hop. Voilà. Repensez bien à toute la partie un peu, donc tout le process de trier les données, etc. Mais aussi, au-delà des types de charts qui sont tous décrits, qui vous permettent de voir un peu à quoi sert chacun des charts, vous avez toute l'approche design. La théorie des couleurs, les systèmes d'encerclement, les différentes variables de design qui vont vous permettre vraiment de faire comprendre l'information. Voilà, essayez de vous focaliser un peu sur tous ces éléments-là pour faire une data vise qui soit compréhensible. Voilà un peu l'objectif. Ok, c'est parti pour la première partie, à savoir le fetch. Alors, tac. Vous avez, alors j'ai entendu, on a déjà parlé de fetch, donc vous avez déjà manipulé fetch, c'est ça? non, je pense que je suis le seul à l'avoir T'es le fait seul à l'avoir fait, ouais. quand j'ai fait du Java en fait sur Android. Du Ouais, coup, c'est pour ça. ouais, voilà, j'ai fait Fetch, j'ai utilisé du JSON aussi et du JSON, enfin les deux. Ouais. Ok, ça marche. Alors, on y va. Bon, première chose que je vais faire, moi j'ai créé un dossier fetch dans le dossier de travail que j'ai habituellement. Vous vous souvenez, on avait un dossier asset, un dossier global, dans lequel j'avais des assets qui étaient mes PNG. Voilà, on avait un dossier dataset dans lequel j'avais mes différents datasets. Voilà. Tac, Meteor Landing et celui-ci. Ok, donc ça c'est bon. Si vous n'avez pas le dataset, je vous invite à le retélécharger. D'ailleurs, je vous invite même à le retélécharger depuis le drive. Sur le drive, parce que j'ai fait une petite modif, normalement, je crois. Non. Pourquoi j'ai pas la modif, tiens. Meteor Landing. Hop. Dans les assets, est-ce que c'était celui-là ou pas? Ouais, voilà, c'est ça, c'est meteorlanding.xls, c'est lui. Je vais vous supprimer le 2 puisqu'il sert à rien. Hop, voilà. Donc je vous invite à télécharger le Meteor Landing en CSV.
J'ai fait une petite modif pour qu'il soit plus facile à parser de notre côté. Voilà. Ok. Donc ça, c'est notre dataset, c'est celui-ci. Meteor Strike, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est notre dataset. Donc on supprime celui qu'on a, on retélécharge celui-là. Ouais, retélécharger celui-là. J'ai fait une petite modif directement, notamment sur les classes, en fait, parce que les classes possèdent des noms avec des virgules. Et pour s'éviter de travailler une fonction qui réécrit les textes et mieux parser le CSV, j'ai modifié le document, c'est plus simple. Comme ça, on va aller plus rapidement. Et tout simplement, je vais recréer un dossier fetch dans mon dossier de travail et je vais déjà créer une page index.html. Quand on le télécharge, on c'est en XL. Avec Ouais, c'est SX. ça. Souvenez-vous, vous faites File, Download et vous téléchargez en CSV, comma separated value. Ah voilà. Ouais, merci. Voilà. Jusqu'à présent, on parse du CSV pour le moment. Ensuite, on verra pour le faire pour parser directement pour travailler avec des JSON. Donc là, on travaillera avec des API temps réel. Hop, et on va appeler ça fetch. Ok. Alors, première chose qu'on va voir. Donc déjà, j'ai créé comme je vous dis, un dossier. Ma nomenclature est toujours la même. Assets, c'était mes JPEG, mes PNG, mes images. Dataset, c'est mon dataset. Là, moi, j'ai un sous-dossier module dans lequel j'ai mes différents dossiers avec mes pages HTML, avec mes différentes datavises. Et j'ai créé un dossier fetch dans lequel j'ai créé une simple page HTML un peu classique. Ok. Première chose qu'on va voir avec la méthode fetch. La méthode fetch, c'est quoi? C'est une méthode qui va nous permettre d'appeler un fichier. Donc, vous pouvez la retrouver le plus simplement du monde sur MDN. Et c'est la méthode qu'on va utiliser pour justement appeler un fichier sur le serveur. Il va nous la renvoyer et on va pouvoir traiter ce fichier-là. Alors ça fonctionne en plusieurs parties. Déjà, la méthode fetch, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode asynchrone. Donc comme on avait dit la dernière fois, notamment avec P5JS, et c'est pour ça qu'on utilisait la fonction preload, on a besoin d'attendre que le serveur nous ait renvoyé la réponse et que le client l'ait reçue avant de traiter la suite de la demande. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la méthode fetch, quand on demande de récupérer le fichier, elle va nous envoyer une réponse qui est de type promise, c'est une promesse, c'est une réponse qu'il va falloir parser. C'est-à-dire que cette réponse, pour l'instant, c'est un élément global. Il va falloir voir si cette réponse, si elle est de type texte, si elle est de type JSON, si elle est de type image. Ça, c'est les différents éléments, puisque une promesse peut avoir différents types. On va avoir différents types aujourd'hui. Une fois qu'on connaît le type, on va pouvoir parser notre donnée en disant, puisque je sais typiquement moi que c'est un CSV, donc c'est du texte, je vais récupérer ma promesse au format texte. Et une fois que c'est au format texte, je vais pouvoir lire ma donnée et l'utiliser. Donc ça, c'est les différentes étapes. Il y a plusieurs façons d'utiliser la méthode fetch. On va voir déjà la première qui décrit un peu l'ensemble. Et ensuite, on verra comment la rendre un peu plus intelligible. Cette fois-ci, je vais scripter directement dans ma page HTML pour que ce soit plus simple, pour éviter d'avoir un doublon de fichiers. Hop. Première chose que je vais essayer de faire, c'est charger mon CSV et essayer de le lire dans un fichier texte et l'afficher sur ma page web telle quelle. L'afficher sur ma page web, ça veut dire simplement prendre le texte sans le parser en CSV pour l'instant, sans parser les données, et l'intégrer dans un span. Donc pour ça, je vais déjà créer une balise de span dans laquelle je vais mettre un ID, txtholder. Voilà. Ça, c'est mon span. Ah, holder. Hop, voilà. Ensuite, je vais créer une balise de script. Hop là. Voilà. Et c'est là-dedans que je vais commencer à mettre mon JSON. Ok. Première chose, je vais créer une variable. Celle-ci, je vais l'appeler let. Data URL, ça va être le chemin d'accès vers ma donnée. Alors, le chemin d'accès vers ma donnée, c'est tout simplement, on se souvient, on doit remonter les dossiers. Donc,
moi je dois remonter 2 dossiers puisque je suis déjà dans le dossier fetch, donc il faut que je remonte dans le dossier module et il faut que je remonte dans le dossier global pour ensuite aller dans dataset slash et là je récupère le nom de mon fichier qui s'appelle meteoritelanding.csv. Ok. La méthode fetch, elle est hyper simple. Si on regarde ce que nous dit MDN, voilà, tac, tac, ça va nous renvoyer une réponse. C'est simplement fetch le nom du fichier. Et ensuite, il va falloir continuer à traiter notre donnée. Donc on y va. Fetch data URL. Je vais ici faire un console log. Hop, start load data, comme ça on va traquer toutes les étapes de notre fetch. Hop. On va faire un go live, voilà, et voilà, ok. Hop. Et on va mettre les 2 fenêtres côte à côte, comme ça on verra tout ce qui se passe. Donc à droite j'ai ma page HTML, à gauche j'ai mon code, et vous pensez bien ouvrir la console puisqu'on va pas mal travailler avec la console pour voir où est-ce qu'on en est à chacune des étapes. Donc comme je vous expliquais, la méthode fetch déjà, ça va nous permettre de demander au serveur de récupérer un fichier et de nous le renvoyer. Pour l'instant, il fait juste ça. Ensuite, il faut lui dire qu'est-ce qu'on fait quand on récupère la réponse. C'est asynchrone. Comme c'est asynchrone, on doit attendre que le client nous ait envoyé la réponse, enfin que le serveur nous ait envoyé la réponse et que le client l'ait récupérée. Pour ça, on va chaîner les méthodes. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va sauter une ligne, on va utiliser .zen. Donc quand je vais faire fetch l'URL .zen, ça va nous permettre de dire .zen, c'est dès qu'on a récupéré la réponse, alors on va faire quelque chose. Donc là, on va pouvoir écrire par exemple hop, function response, puisqu'on attend une réponse, on attend une promesse, donc forcément la méthode fetch nous renvoie un objet, donc il faut que je traite cet objet là. Donc dans ce cas là, then j'écris ma fonction response et là on va pouvoir typiquement lui demander de voir la réponse. Console.log response. Hop. Quand vous faites ça, vous voyez tout de suite dans la console apparaître tout de suite la réponse qui est donc de type basique, qui nous redonne l'URL ici en disant le fichier CSV, et on voit en effet que on a récupéré une réponse, un type de fichier dans lequel on peut avoir pas mal de choses. Alors comme je vous expliquais, la promesse elle peut être de différents types, on peut avoir un fichier texte, on peut avoir du blob, on peut avoir pas mal de choses. Ça c'est la première étape, donc c'est à dire qu'on a appelé la fonction fetch et on a récupéré la réponse. Est-ce que jusque là ça va sur le Zen? Un peu technique, mais... Un peu technique, ok. Il faut le voir comme ça. En gros, la première étape, si je devais le décrire, c'est... Dans un premier temps, ok, l'étape 1, c'est le fetch. On demande au serveur de nous renvoyer la réponse. C'est la demande au serveur. Et ça va nous renvoyer une réponse. Donc fetch, en gros, ça nous fait un return. Ok, ça nous fait un return d'un objet, qui est un objet de type promise. Une fois qu'on a cet objet-là, comme c'est asynchrone, on doit dire au client, dès que tu as cet objet-là, on fait quelque chose. C'est à ce moment-là qu'après le fetch, en fait, on va donc traiter la réponse. Et pour traiter la réponse, on va utiliser Zen plus une fonction. ok. Parce que ça veut dire Zen, c'est dès que tu as la réponse, dès que la réponse est arrivée, alors on va faire ça. Okay, c'est de l'anglais. Then, voilà, fetch, then, tu récupères et ensuite tu fais la suite. Donc là, vraiment, on va traiter la réponse. Ensuite, pour l'instant, vous voyez que la réponse, pour l'instant, c'est un objet global. Et lui, il va falloir le parser. Et on peut le parser de plein de manières différentes. Et nous, on va le parser pour l'instant en texte. Et ensuite, on en fera un fichier traitable pour nos données. Et donc, ouais. je demande au serveur, je lui demande un objet, enfin, je lui demande de me retourner un objet. Ça, ouais, en fait. C'est un objet. En fait, la méthode fetch, elle te renvoie un objet de type réponse, en fait.
Tiens, c'est ça. Hop, la méthode fetch, voilà, hop, manipulation des parties pipeline, tac tac tac, ça fonctionne avec le HTTP request en fait qui nous permettait de demander une requête HTTP. La requête HTTP c'était à l'ancienne. Là, l'API fetch en fait, elle va récupérer un fichier sur le serveur et va nous renvoyer un objet de type réponse. Okay, donc ça a un return. Et une fois que tu as la réponse, il faut que tu la traites. Parce que la réponse, elle est encodée en fait. C'est un objet global, JS. Et nous, on va, cette donnée-là, après la traiter. Ok. Voilà comment fonctionne au global le système. Donc là, typiquement, on va la traiter en texte, nous, ou on peut la traiter en image. On va voir ça plus tard, ça s'appelle un blob. Et on peut traiter des JSON, ça on verra également par la suite. Ça, il faut savoir que beaucoup de librairies de data viz et de chargement de fichiers, en fait, font ça. Typiquement, cette méthode-là, fetch, etc. ou autre, c'est exactement ce que fait P5JS. Et là, si on demande au serveur, là en l'occurrence, notre serveur, c'est notre ordinateur. Et Là, c'est le live server, ouais. Et c'est pour ça qu'on lui demande quelque chose qui est au format du répertoire de l'objet, enfin, où se trouve l'objet. Bah, c'est ça, mais après là, tu vois, si maintenant je charge tout mon répertoire web sur un serveur classique, mon code il ne change pas. Ça, c'est bien mon URL et ça, c'est bien le nom de mon fichier. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que moi, le serveur, ça pouvait pas être. Non, mais oui, c'est ok. En fait, un serveur, c'est un ordinateur. Hein. Ouais. Ouais, t'as un serveur, moi j'en ai chez moi, j'en installe, etc. Un serveur, c'est n'importe quel ordinateur sur lequel tu as des systèmes, par exemple Apache ou autre, etc. et sur lequel tu peux accéder à distance. Mais c'est des dossiers qui sont sur le web. Hein. Et qui tourne H24, quoi. C'est tout, exactement. Et c'est juste accessible et ouvert. Typiquement, moi j'ai monté des clouds pour mon studio, j'ai monté des serveurs Git et autres. Un serveur, c'est n'importe quel ordinateur. Tu peux même monter un petit serveur avec une Raspberry. C'est juste un ordi qui tourne. Généralement sur Linux parce que c'est la plateforme la plus flexible pour ça, mais c'est juste un ordi qui tourne. Donc nous là, quand on fait un live server, c'est juste que pour l'instant, notre serveur il est accessible qu'en interne dans l'ordinateur. Mais si tu avais un réseau, quand je fais un live server par exemple et que je suis là-dessus, ok, donc ça c'est petit aparté sur le serveur. Si j'étais en réseau local avec un autre ordinateur, je pourrais accéder à mon live server avec l'IP directement. Ouais. C'est juste ça un serveur. Donc c'est pour ça que ton code ne changera pas une fois que ce sera en ligne. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Une fois. J'avoue qu'en fait ils nous ont pas trop appris les bases, hein, quand même. Bah, en fait, on les apprend là. En fait, vous êtes vraiment au tout début. Oui, mais heureusement que vous êtes là. Voilà. Mais il y a plein d'étapes qui sont différentes et vous allez voir qu'après, on commence à voir un peu tout séparé, enfin mélanger un petit peu, puis après vous les verrez séparés. Parce que notamment quand on commence à travailler avec le web, on fait du live server, mais quand on fait du live server, après on peut voir les bases de données, machin, etc. Et après c'est des éléments dans lesquels on va se spécialiser. Mais c'est pour ça, on voit d'abord un peu au global, et après justement vous allez rentrer en détail dans chacun des éléments. Mais là-dessus, vous inquiétez pas. Il y a le côté client, il y a le côté serveur, etc. De toute façon, on verra également, hein, moi, la session prochaine, on verra aussi comment déployer un projet, notamment via Git. Comme ça, vous n'aurez pas à payer un serveur ou autre. Donc on aura tout vu. De toute façon, à la fin de l'année, vous aurez vu comment déployer un projet sur un serveur, vous aurez tout vu. Faut pas vous inquiéter là-dessus. Ok, donc là j'ai ma réponse. Mais ma réponse, c'est au format objet, on est d'accord. Donc il va falloir que je la traite. Pour la traiter, par exemple, eh bien, je vais tout simplement dire à ma fonction de retourner un objet. Donc à la fin de ma fonction qui est dans le zen, ok, à la fin du zen, je vais dire une fois que tu as la réponse, qui est un objet, traite-la et renvoie-la moi au format texte. Pour la renvoyer au format texte, on va tout simplement dire return de la réponse point texte. Voilà, c'est la fonction. Dans l'objet promise, il y a différentes fonctions sur MDN qui va nous permettre de renvoyer les différents types. Ok. Typiquement, on peut avoir vous voyez, ici dans les méthodes, le blob va nous renvoyer une promesse de type blob, donc ça c'est une image, je vais vous le montrer par la suite. La promesse, la réponse .text, ça va vous renvoyer une chaîne de caractères. Donc là, return réponse.text va transformer ma réponse au format texte et je vais pouvoir derrière l'utiliser. Mais une fois que je veux l'utiliser, il faut que j'utilise ailleurs. Là, je suis toujours dans ma fonction dès que le client a reçu l'information.
Et vous allez vous rendre compte que ce qui est intéressant avec la méthode fetch, c'est que vous pouvez, comme je vous expliquais, chaîner l'ensemble des éléments et chaîner votre étape. On va chaîner la troisième étape. Point Z encore une fois. C'est-à-dire que dès que j'ai traité mon information, dès qu'elle est parsée, dans ce cas-là, je vais pouvoir l'utiliser. On refait function, entre parenthèses. Alors cette fois-ci, je ne vais pas mettre response, hein, on va dire par exemple raw data. Tiens. Voilà, je vais changer le nom de la variable pour être sûr. Ok. Et là, je vais pouvoir par exemple faire un console log de ma donnée pour voir à quoi elle ressemble maintenant. Hop. Et si on retourne, il est là. Là, vous voyez du coup que j'ai bel et bien maintenant mon premier console log qui était ma réponse, okay, qui était mon objet de type réponse, et mon second console log dans la méthode ici qui est dans le second then. Donc à la suite, une fois que j'ai traité la réponse, que je l'ai parsée, je vais lire ma réponse au format texte et j'ai bel et bien tout mon CSV au format texte. Okay, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que la méthode fetch, en fait, vous chaînez avec les méthodes zen la suite des étapes de votre traitement d'information. Il faut le voir comme des étapes. 1, je récupère l'information. 2, je parse l'information. 3, je traite l'information. Et vous pouvez comme ça chaîner à chaque fois différents éléments. Puisque là j'ai chaîné l'information, je vais pouvoir, si je veux du coup l'afficher sur ma page HTML, si j'avais envie, par exemple en disant tout simplement document.getElementById, donc qui est la fonction qui me permet de récupérer un élément sur ma page HTML par son identifiant. Donc l'identifiant de mon span c'est txt-holder. Et si je veux modifier le texte qui est dans cette balise span, ça va être, je crois, einer HTML, quelque chose comme ça, oui, einer HTML va être égal du coup à raw data. Et là, vous voyez, après un petit laps de temps, vous avez tout le texte qui vient apparaître directement sur votre page HTML. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Je pose la question parce que c'est important vraiment de bien comprendre les mécaniques. Ouais, ça va. Ça va, c'est justement compliqué à prendre en main. Ben, là, pour l'instant, il faut comprendre la mécanique de chaîner les éléments. Et vous allez voir, juste après, je vais vous montrer la méthode plus simplifiée qui fait la même chose. Notamment à l'écriture. Moi, j'ai pas Là, compris on a titré là en ajoutant ça au span text holder, on a donné un titre à notre page, en gros ça. Là, on n'a pas donné un titre à notre page, puisque sinon on aurait utilisé un H1. Là, on a rempli une balise span, qui était vide, ok. J'ai une balise span qui est une simple balise texte, dans lequel normalement je peux écrire des choses. Par exemple, je pourrais écrire hello world. En fait, on a simplement dit à notre balise span qu'on la remplissait avec notre texte. Tout simplement. Voilà. C'est pas un titre, mais on donne du contenu à notre page. Donc, faut bien comprendre les trois étapes. 1, je récupère l'information. 2, je parse l'information. 3, je traite l'information. C'est un peu les différentes étapes. Et vous allez voir, on va en faire plusieurs qui vont vous permettre vraiment un peu de travailler ça. On a un dernier petit point à voir qui est important. Moi j'ai une question, pourquoi on fait ça dans l'HTML? Parce que là, c'était plus simple et que ça m'évitait de créer une page, tout simplement. Ça m'évitait de créer un fichier JS. Ah ok, d'accord, sinon on aurait pu faire un fichier JS. Sinon, je l'aurais fait dans un fichier JS idéalement, mais là, c'était pour aller au plus simple parce que... Ok, non, pas de problème. Comme après, je vais vous montrer la méthode plus efficace et plus simple, là, on le fera dans un fichier à part. Mais là, c'est pour avancer. Moi, j'ai une question. Ouais. Ça sert à quoi le point zen dans JavaScript? Le point zen, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que, en gros, fetch, c'est une méthode qui te renvoie une réponse. Mais on est d'accord que tu veux traiter la réponse quand le serveur te l'a envoyée et que le client l'a reçue, puisque c'est asynchrone. Donc tu ne veux pas tout de suite traiter une réponse que tu n'as pas reçue. Ok? Le point zen permet de dire attends que la méthode précédente soit terminée, attends d'avoir bien reçu l'information. Then, c'est-à-dire une fois que tu as reçu l'information, tu peux la traiter. Ok. C'est de l'anglais pur et dur. On a un dernier truc à faire sur cette partie-là, puisqu'on n'est pas loin. C'est qu'est-ce qui se passe si j'ai une erreur?
Typiquement, si je change ici le nom et que j'ai fait une erreur dans mon code, ici vous voyez qu'on a une erreur qui apparaît directement, donc ça c'est normal, c'est l'erreur de notre navigateur, mais vous pouvez créer vous-même la propre méthode pour récupérer une erreur, donc c'est la méthode catch, pour catcher l'erreur, pour récupérer l'erreur, encore une fois c'est de l'onglet, et donc on peut continuer à chaîner en disant catch, error, hop, c'est pas error, c'est catch function, excusez-moi, error, voilà, parce qu'à chaque fois on dit si on récupère une erreur, alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait? On fait une fonction, et là on va pouvoir, par exemple, vous pouvez faire un console log en disant par exemple t'es pas doué coco, et là je vais avoir directement l'erreur qui est castée qui me dit t'es pas doué coco, ou je peux directement aussi en plus de ça lui faire ma propre erreur, donc console.error, qui va me permettre justement au contraire d'aller customiser mon erreur, et ce qui peut, notamment quand vous développez, être vachement utile, surtout si quand vous connaissez les types d'erreurs que vous avez. Voilà, j'ai personnalisé mon erreur, vous voyez que j'ai marqué t'es pas doué coco, type error, cannot set property inner HTML. Comme ça, on sait directement où c'est, quoi. Exactement. Et comme ça, vous savez où vous êtes, et surtout, quand vous commencez à développer sur des catch erreurs comme ça, avec le console.log.error, le console.error, ça vous permet tout de suite de dire, ok, ben, si j'arrive ici, c'est que l'erreur, c'est j'ai une erreur dans mon URL, ou j'ai une erreur dans l'ID de mon élément, etc. Et ça vous permet de mieux identifier vos erreurs. Mais voilà, ça c'est le catch qui me permet de dire, ok, si j'ai une erreur, qu'est-ce que je fais? Ok, donc on est d'accord que là, c'était quand même un peu complexe. Bah, je pense que pour ceux qui ont du mal, comme moi par exemple, si vous avez un schéma pour nous montrer à peu près le parcours que ça fait, ouais, à la limite, ça peut nous aider à visualiser le truc. Par contre, Alors, ouais. on peut voir comment ça s'affiche le texte qu'on a ajouté au inner HTML. Oui, regarde. Là, c'est parce que j'avais laissé l'erreur, mais hop, il apparaît là. Oh, ok. Il apparaît en simple texte, et après tu peux le traiter en CSS, etc. Alors, en termes de schéma, on va s'en faire un. Hop, je vais utiliser Figma. Vous connaissez Figma? Oui. Ok. Non. Ah. Alors Figma, c'est pratique, c'est un outil de design collaboratif, ça sert beaucoup pour des wireframes et des... Non. Ça sert beaucoup pour faire notamment des wires ou des maquettes de design un peu simples et fonctionnelles. Et ça vous permet de dessiner en temps réel à plusieurs. Alors, la première étape, déjà, je vais faire ça. Tac. Et encore, je suis même pas sûr que je devrais utiliser... oh, si, je pourrais faire ça. Ok, la première étape, c'est le fetch. Ok, hop, ça va être ça. Le fetch, c'est une demande au serveur. Ok. Donc ça, c'est notre toute première étape. On va demander au serveur la donnée. Ok. Sauf que le serveur, il peut nous répondre plus ou moins rapidement. D'accord? Donc si on refait toutes les différentes étapes, pour être un peu plus clair, hop, je vais prendre tout ça, je vais les grouper. Ok. Donc les données, les étapes, c'est quoi? Forcément, il faut que je demande une donnée au serveur. Ensuite, on sait très bien que la donnée, elle va arriver sous différents formats. Donc il faut parser la donnée, donc la transformer dans un format utilisable. Ok, hop, transformer dans le bon format. Et ensuite, hop là, hop, dégage, tac. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va utiliser la donnée. On est d'accord que ça, c'est les étapes clés, en gros, pour traiter nos informations. Ouais, c'est le fetch et le then, et après le dernier, je sais plus c'est quoi le nom. Le dernier, ça va être le catch, c'est traiter les erreurs. Ah, catch. Hop, on va mettre là, traiter les erreurs. Catch error. Voilà, hop, traiter les erreurs, ok. Le problème qu'on a, c'est que la méthode fetch, comme j'expliquais, c'est une méthode asynchrone. Ça veut dire qu'on va demander au serveur et le serveur va nous renvoyer, donc il va télécharger en attendant les informations. On est d'accord que j'ai le client et le serveur d'un côté, et tous les deux ne tournent pas à la même vitesse. Déjà, parce qu'il y a la connexion internet entre les deux. Du coup, si je me mettais à parser mes données
juste après avoir lancé la méthode fetch, sans avoir reçu les informations, j'aurai une erreur. Ouais, parce qu'il a pas tout. Parce Il que a pas je- téléchargé. Après, les données à traiter, quoi. C'est ça, je n'ai pas reçu les données. Donc la méthode zen, qui arrive entre les deux, elle dit au système de parsage déjà d'attendre. Hop, c'est où? C'était là. Tac. Que fetch soit fini. C'est ça. En fait, on va attendre que fetch soit fini. On attend le résultat de fetch avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire l'étape suivante. Voilà, c'est ça la fonction zen. Ça va me permettre, dans la fonction zen, va me permettre de dire, dès que tu as reçu l'information, là tu la traites. Et ça va m'éviter d'avoir une erreur. Et forcément, pour l'utilisation des données, c'est pareil. Il faut que j'attende d'avoir reçu l'information et il faut que j'attende d'avoir parsé l'information. Quand vous avez des données comme on a là, et vous voyez que quand vous lancez votre live server, ça met du temps avant que le texte HTML apparaisse sur la page, c'est parce que c'est le temps déjà qu'on parse les données. On a, je sais pas moi, 30 000 données à parser, ce qui peut être un peu long. Donc on va faire la même chose pour la deuxième partie. En fait, on va attendre que la partie précédente soit faite avant de faire directement l'utilisation des données. Donc elle est là la méthode fetch en fait. La méthode fetch chez Zen, le Zen il sert à ça, il sert à attendre la suite. Et le catch, lui, est là pour dire à la moindre erreur, tu la récupères et on fait quelque chose. Ok. Il n'y a pas de zen parce que ça se fait. De toute façon, ça va se faire que s'il y a une erreur. Ouais. Ouais, on Ok. met pas de Zen parce que de toute façon, lui, il dit de toute façon, n'importe qui, s'il y a une erreur ici, ici ou ici, il va récupérer l'erreur. Ok. Et par exemple, dans quel cas de figure on serait amené à se connecter à un serveur pour récupérer des données, par exemple? Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que typiquement, si mes données, je les héberge sur mon serveur, côté client, quand je vais me connecter sur la page web qui visualise les météorites, il faut bien le temps que le serveur envoie les données. Ok. Tout simplement parce que quand tu arrives sur une page web, le script JavaScript, on est d'accord, il lit ligne par ligne. Donc le client, il appelle toutes les fonctions. Si j'appelle la fonction fetch et ensuite la fonction parsing de données, mon client il va appeler fetch, mais il va pas, dans ce cas-là, si j'appelle tout de suite parsing derrière, il va pas attendre que fetch m'ait renvoyé le résultat, il va pas attendre que le serveur ait le temps de récupérer l'information, il va tout de suite l'utiliser, sauf qu'elle n'existera pas. Ok. Il faut toujours attendre que l'information soit arrivée. Comme ça que ça fonctionne. Et ça va être le cas même quand tu vas utiliser une API, etc. Il faut que tu fasses ta demande à l'API, que le serveur ait répondu, et dans ce cas-là, tu l'utilises. C'est ce qu'on avait utilisé quand on avait fait la fonction preload avec processing, avec P5JS. Si on ne l'avait pas mis dans le preload, à la première frame, votre fichier étant lourd, vous auriez eu un null pointer exception, puisque, un undefined, puisque la donnée n'existait pas encore, puisqu'elle n'a pas eu le temps d'être chargée et d'être parsée. D'accord. Voilà, donc ça c'est le plus important. Bon, on est d'accord que ça reste un peu complexe et que c'est pas facile à utiliser. Maintenant qu'on a un peu le visu, on arrive un peu à voir. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer je vais vous montrer comment refaire ça de manière plus simple et plus rapide, mais ça vous permet vraiment de comprendre la mécanique. Au lieu de faire un fetch, on va pouvoir créer une fonction asynchrone directement en JS. L'idée, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser déjà le mot-clé async pour dire qu'on va déclarer une fonction asynchrone. Function, et je vais l'appeler loadData. Donc là, en fait, je vais utiliser également la méthode fetch, encore une fois, mais je vais le faire dans une fonction custom que je vais créer et qui va me permettre vraiment de simplifier un peu toute cette action-là. Il va falloir que dans cette fonction load, je refasse, je vais mettre un paramètre, voilà, je refasse un peu les différentes étapes. Il va falloir que je fasse un fetch, donc que je récupère mes données, que je traite mes données, que je les parse, et que je les utilise. Bien ça, on va pouvoir le faire en plusieurs étapes. Première étape, je vais déclarer un objet const, qui est une constante. Elle ne bouge pas, elle est utilisée qu'une seule fois, donc c'est une const. Et je vais déclarer mon objet réponse, qui lui va être égal du coup à await fetch data URL. Ça fait quoi? Quand vous écrivez await fetch data URL, ça correspond en fin de compte à cette première partie. Ok?
c'est on récupère avec le fetch votre document et on attend qu'on ait récupéré le document avant de passer à la suite. Et là, votre code, en fait, il va s'arrêter ici. Il fait une pause tant qu'il n'a pas récupéré l'information. On peut ensuite déclarer le second objet, raw data, comme on avait fait, qui lui va être égal, et pareil, on va dire await, puisqu'on va attendre qu'on ait traité l'information entièrement avant de faire quoi que ce soit. Donc response.text. Donc là, si je faisais un console log ici de réponse et ici console log de hop là, console.log de raw data, hop, et que j'appelle après maintenant, comme j'ai créé ma fonction, il faut que je l'appelle. Je peux faire load data URL. On a exactement le même résultat que précédemment, sauf que ça simplifie l'écriture. On n'a plus à écrire fetch, zen, function, zen, etc. On va dire tout simplement récupère la donnée et attends jusqu'à ce que tu aies récupéré la donnée avant de passer à la suite. Donc await, attends que ce soit terminé, attends d'avoir l'information avant d'aller à la ligne suivante. Une fois que j'ai l'information, je redéclare un objet constant, puisque je l'utilise qu'une seule fois, encore une fois, et je vais traiter mon information. Et comme le parsing peut être long, encore une fois, j'ai dit attends d'avoir traité la réponse avant de passer à la suite. Donc raw data est bel et bien égal à response.text, je récupère l'élément texte à l'intérieur. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir remettre ce qu'on avait mis, c'est-à-dire document.getElement by id txt holder, c'était avec un H minuscule, point inner HTML, qui va être du coup égal à raw data, et on va directement avoir les éléments. Donc là, c'est une façon d'écrire votre fonction custom, mais également forcément de la rendre plus lisible, on va dire, et de vraiment passer chacune des étapes zen les unes après les autres, sans avoir à tout retaper. Et ce que moi je trouve en tout cas un peu plus lisible. Est-ce que cette partie-là est un peu plus claire maintenant que vous comprenez comment fonctionne la méthode? Ouais, ça marche. Alors, C'est le moment de poser toutes les questions, hein, si vraiment vous en avez. Il faudra prendre du temps pour l'assimiler en fait. C'est compréhensible après pour reproduire pour l'instant, c'est sûr, on peut pas. Faut l'utiliser avec les Mais, exercices, etc. De toute façon. Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, P5, c'est bien. P5 c'est bien, mais tu pourras pas l'utiliser tout le temps. Typiquement, quand Ouais, voilà, non, ça c'est, non, mais. P5 c'est génial, mais quand tu vas commencer à travailler avec d'autres librairies que P5, par exemple D3 ou Graph, etc., et que tu veux utiliser en même temps avec P5, tu vas devoir, si tu utilisais par exemple le Graph, Chart.js avec P5, il faut que ton Chart.js il sache que P5, que le préload est terminé de charger son fichier. Donc il va falloir que tu communiques entre les deux librairies. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de le savoir, c'est savoir comment récupérer vos fonctions, vos éléments. Aussi parce que des fois vous avez besoin de récupérer des réponses en asynchrone, que ce soit des images ou autres pour créer des pages web, etc. La méthode fetch elle est très utile parce que si vous chargez une image, là on va le voir juste après, pour l'afficher sur une page web, vous devez attendre déjà que l'image elle soit présente. Et ça, P5, il n'est pas fait pour ça. Voilà. Pour la suite, il est intéressant de voir un truc, c'est que quand vous écrivez cette fonction asynchrone, donc là j'ai fait une fonction loadData qui est une fonction asynchrone qui récupère l'information, vous conservez entièrement la possibilité de chaîner avec zen et catch votre fonction. Je vous montre. Je peux ici faire zen, ok, et là, hop, tac. On peut faire ça, oui. Function. Alors, j'ai pas de return ici, normalement. Pas que je sache. Mais normalement, je peux juste faire ça, du coup. Hop. Et là, on pourrait dire console.log all data have been loaded. Et du coup, ça vous permet directement, en enchaînant, vous chargez vos données. Et une fois que vous avez toutes les données qui sont prêtes et utilisées, vous pouvez ici créer une seconde fonction que vous pouvez chaîner pour dire, une fois que j'ai tout,
là je fais quelque chose. Par exemple, vous pourriez dire, une fois que j'ai tout, je lance mon sketch P5, je lance mon graphe, je lance ma sonification, etc., etc. Donc vous avez vraiment, c'est un peu comme une étape de setup, vous chargez tout et à la suite vous faites quelque chose. On peut évidemment aussi gérer les erreurs puisqu'on va remettre la méthode catch ici en faisant function error et on va pouvoir remettre un peu ce qu'on avait mis nous ici, à savoir console log error pour dire si jamais il se passe quelque chose, par exemple je refais une erreur exprès, j'ai bien catché mon erreur directement à la suite. Moi, il y a un truc qui m'échappe, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit... Enfin, quand j'écris la première fois, la load data, entre parenthèses data URL, comment ça se fait que ça vienne avant le async function parce qu'au final, dans async function, on décrit ce que va faire la fonction, et dans load data, on la lance. Et je comprends pas pourquoi c'est lu par notre navigateur, le lancement est lu avant la description de la fonction. C'est le pouvoir du JS en fait. Le pouvoir du JS comme plein d'autres programmes en fait. Tu vas lire ce qui se passe dans les fonctions dans l'ordre, ok, ligne 1, ligne 2, ligne 3, mais quand tu charges le fichier JavaScript, toutes les fonctions elles sont déjà disponibles. C'est pareil en Java, c'est pareil en C#, etc. Ça permet d'organiser ton code et de mettre ce qu'on appelle des setters, des getters les uns à la suite, de pouvoir mettre les setups en haut, de pouvoir mettre les updates au milieu, etc. etc. Mais ton fichier JS, quand il est lu, toutes les fonctions, quand on charge le fichier JS par ta page web, toutes les fonctions sont à ce moment-là disponibles. D'accord. C'est le cas dans quasiment tous les langages, pour pas dire de conneries. T'as ça en Python, t'as ça en C#, t'as ça en Java, etc., etc. C'est notamment pour pouvoir organiser tout ça. Il n'y a que le C, le HLSL et le GLSL qui vient te faire chier puisque lui il a un système de compilation différent. Mais pour le coup, ça c'est pas des langages que vous manipulerez, je pense pas. C'est des langages dédiés à la programmation graphique, vraiment machine, donc c'est plus compliqué. Ok. Voilà. Bon là j'ai une petite fonction. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? On peut s'amuser à faire quelque chose, par exemple. Tac. Je peux vous montrer comment charger une image. Parce que là on a vu qu'un fichier texte, mais on peut charger des images et ça peut être intéressant. Ok. Alors, je vais refaire une fonction async. Et je vais essayer de charger une image. Alors moi je vais essayer de charger le petit picto de météore que j'avais dans mon fichier, on est d'accord? Tac. Alors, on va reprendre les étapes forcément. Je vais déjà ici mettre l'URL de mon image. Donc moi je crois que je suis dans asset au singulier. On va vérifier. Asset et meteor.png. Ok, hop, meteor.png. Ok. Je vais recréer une méthode async qui va me permettre de charger mon image. Function load image. Et là, je vais lui dire img URL. Donc ça, c'est pour lui dire qu'il faut que j'envoie en paramètre l'URL de l'image que je veux charger. On va reprendre. Donc première étape, il faut que je fetch mon image. Donc ça va me renvoyer un objet de type response. Donc hop. Je fais un await pour dire on attend d'avoir la réponse avant de passer à la suite. Fetch img URL. Ok. Pas la peine de faire de console log, on sait à quoi ressemble une réponse. Ensuite, const img. Alors je vais l'appeler d'ailleurs img blob. Et là on va s'arrêter un petit peu sur les blobs. Tac. Await réponse.blob console.log blob, on va voir à quoi ressemble un blob. Je vais mettre ça hop là ici juste après le load data img url. Hop là, tac. Ah oui, c'est un B majuscule.
Je vais commenter ça. Response.blob, où est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai dû faire une erreur quelque part. Response.blob. Ah non, parce que c'est... Oui. Parce que je demande un blob alors que la variable blob n'existe pas. Ok, voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'un blob? Un blob, en fait, c'est la description d'une image. Ok, je vais vous montrer. Ok, d'accord. C'est ce que j'ai demandé en plus. C'est quoi un blob? Parce que bon, moi, les blobs que je connais, c'est dans les jeux vidéo, quoi. C'est pas. En fait, typiquement, quand vous souhaitez protéger, notamment sur un site web, que vous voulez éviter que les gens récupèrent vos images, etc., souvent vous les chargez en blob. Et en fait, le blob, en fait, ça consiste à traiter votre image, non plus sous forme de fichier, mais sous forme de buffer avec des données directement incluses dans le tableau. C'est la description, en fait, en ce qu'on appelle en base 64 de votre image. Je crois que je vous ai perdu à ce niveau-là. Un petit peu, je ouais. connais pas, hein. Un petit peu, ouais. Je vais pas vous cacher, là. L'explication, elle était peut-être claire, mais. Alors moi, le buffer, ça me dit quelque chose parce que sur FL Studio, par exemple, je l'utilise pour la musique et en effet, c'est un lien avec l'encodage, le 64 bits, tout ça. Mais finalement, en musique, c'est un rapport avec la qualité de l'image, la qualité du son. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est qu'on stream une image. Alors, binary large object, c'est ça un blob. Ok, hop là. Voilà. Vous avez ça aussi en vidéo, etc. Un blob, en fait, c'est qu'au lieu d'envoyer l'image au format juste une image, en fait, on va streamer les données. Et ce qu'on appelle une base 64, c'est qu'en fait, vous allez streamer l'ensemble des valeurs des pixels. Parce que si j'ai une image qui fait 1901 par 1080, sachant que j'ai du RGBA, donc j'ai 4 données par pixel, déjà 1901 par 1080, ça fait 2 millions de données, x 4. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de données à charger. D'accord? Mais un blob, c'est ça. Un blob, en fait, c'est que votre navigateur, il va lire l'image web, le JS, il va lire l'image sous forme d'un stream de données, d'un stream de data. Et c'est ce qu'on appelle souvent, justement, souvent c'est de l'image en base 64. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple. Hop là, de base 64, tant qu'à faire. Hop. Est-ce que j'arrive à vous trouver un... Ah bah oui, on peut en encoder une, tiens. On va s'amuser à encoder une image. Qu'est-ce que j'ai comme image dans le coin? Par exemple. On va prendre ça. File to be, forcément. On va encoder l'autre. On va encoder le météore. Hop, A7. Du coup, ça la protège de quoi? Du téléchargement? Hop, show code. Voilà. Ça, c'est votre image en base 64. Ça la protège pas forcément du téléchargement. Ça vous évite d'avoir des... Ça vous évite de charger de... Enfin, ça permet de charger des fichiers sous forme de stream, notamment quand ils sont lourds. Ça veut dire que tu streams les données, c'est que tu envoies pixel par pixel. Donc, au lieu que ta page web, elle mouline pour recevoir un seul bloc image d'un coup, typiquement, si tu recevais 5 mégas d'un coup, en fait, c'est 5 mégas qui arrivent d'un bloc. On est d'accord? Bien là, tu les streams sous forme de données, les données les unes après les autres. Donc, du coup, la vitesse de lecture est plus rapide. C'est ça l'idée de la base 64. Vous voyez, ça, c'est la description de l'image. Donc, typiquement, c'est long. Si vous mettez ça dans votre page HTML, ok, à travers l'image élément, vous allez pouvoir récupérer cette image-là. Voilà. Parce qu'elle est encodée, quoi, ça veut dire. C'est ça, c'est encodé. Exactement. Donc ça, c'est un blob. Et quand on récupère une image avec MDN au format image, eh bien, on va le récupérer justement au format blob, voilà, qui représente un fichier, en fait, un large fichier. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ce large fichier. Donc c'est pour ça qu'on va dire, vu que c'est un fichier image, on va dire response.blob, ça va me renvoyer du coup le fameux blob que je vais vouloir utiliser. Alors typiquement, je sais plus où est-ce qu'il était, voilà, on l'avait ici, hop là, dans la réponse, vous voyez, hein, on pouvait le récupérer de différentes manières. Nous tout à l'heure on a utilisé texte pour récupérer la promesse au format texte,
bien là, on va le récupérer en blob pour la récupérer au format blob, qui est un format qui peut être traité par de l'image. Quand on a également du JSON, on peut la traiter au format JSON, qui va directement parser le fichier en JSON. C'est tout l'intérêt un peu de ces méthodes-là. Une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on l'utilise. Et que je l'affiche dans ma page HTML, on est d'accord. Ouais, mais si la personne justement elle change le blob ou enfin le code du blob ou quelque chose comme ça se passe comment? Bon bah là, il faut qu'elle se connecte sur ton serveur pour changer ta page, ton fichier JS. Parce que là, pour changer le blob, en fait, nous, là, ici, pour manipuler le blob, c'est quand même assez compliqué. Hein. C'est un objet encodé. Tu peux soit le décoder. Pour changer le blob, en fait, il faut que tu changes l'image. Ok. Après, tu peux manipuler l'image en temps réel si tu as envie, etc. Mais ça, normalement, ça pose pas de souci. Là, ton code JavaScript, lui, il communique avec ton serveur uniquement. La personne, elle n'intervient pas au milieu. D'accord. Une fois qu'on a ça, on va vouloir l'ajouter sur notre page HTML. Je vais l'ajouter au tout début. Je vais faire une balise image. IMG. Je vais laisser la source vide pour le moment. Je vais lui mettre un identifiant que je vais appeler img-holder. Hop, tac. Hop là, voilà. Tac. Et ensuite, on va pouvoir du coup, nous ici, utiliser notre blob. Alors notre blob, il va falloir l'utiliser comment? On va reprendre document.getElementById imgholder, puisque c'est ce qu'on cherche à avoir. Ensuite, on veut modifier la source. Et là, je ne vais pas pouvoir mettre uniquement la source en termes de blob. Il faut que je dise à ma page HTML de créer l'objet à partir du blob. Donc pour ça, on va utiliser la fonction url.createObjectURL. Et je vais pouvoir lui donner mon img blob dedans pour qu'il la traite. Voilà. Et là, vous avez directement votre image qui apparaît sur votre page web. Voilà, donc si je mettais uniquement img blob, en fait, il ne serait pas capable de résoudre puisqu'on lui enverrait directement le blob. Or, la balise source, elle s'attend à recevoir une URL. D'ailleurs, si on regarde, vous voyez ici, voilà, c'est ce que fait la fonction URL createObjectURL, c'est qu'il vient créer directement l'image à partir du blob. Et vous le voyez ici, notre blob. Blob de .http, et là, il nous renvoie entièrement le blob qui décrit votre image. Et dans quel cas de figure on serait amené à utiliser ça? Alors, dans beaucoup de cas de figure, en fait, puisque en JS, tu charges les images en blob, en fait. Donc, dès que tu vas charger une image en JS, généralement, tu la charges en blob. D'accord. Donc là, par exemple, pour faire un site, là, vous pouvez mettre un petit fond noir, et mettre une petite lune, et après même, on pourrait peut-être même créer une animation où elle bouge. Ouais, par exemple, totalement. Tu verras, hein, quand tu regardes le code d'Instagram, de Facebook, etc., les 3/4 des images sont des blobs parce qu'elles sont chargées dynamiquement. En fait. Et quand tu charges dynamiquement, pour être pour des questions de sécurité aussi, pour cacher les URL, etc. ou autres, tu travailles en blob. Puisque tu vois que là, tu vois pas mon URL, tu vois pas d'où ça vient, tu vois pas que ça vient de assets, tu peux pas remonter le serveur. Ah oui, ok. Ah, c'est peut-être ça aussi qui nous manquait comme information pour vraiment comprendre. Si tu cherches à l'enregistrer, tu vois, il n'y a plus le nom. En fait, ça prend le blob en termes de nom. Tu vois. Ok. Le fichier s'appelait meteor.png, ben là, typiquement, maintenant, il prend le blob à la place du nom. Donc, ça permet de cacher les notions de serveur, de cacher tout ça, etc. Ok. Et donc, tout à l'heure, le lien, le lien de la source, il est où dans le code? Le lien de la source, il est là, img-url. Donc là, c'est en PNG, mais tout à l'heure, vous nous avez montré un code super long, là. Du coup, on n'a pas besoin de le... Non, ça, c'était pour vous montrer à quoi ressemblait une image encodée en base 64. Ah oui, ok, d'accord. Pardon, ok. Voilà. Et donc, pareil, eh bien ça, je peux faire pas mal de choses. Hein. Typiquement, après cette fonction load image, encore une fois, je peux utiliser des fonctions zen pour dire qu'est-ce qu'on fait à la suite de ça. Et qu'est-ce qu'on catch comme erreur si jamais on a une erreur.
Donc c'est-à-dire que même pour un logo d'une page qu'on code en JS, on sera amené à faire Si tu veux à charger le logo en blob. Ouais. Typiquement, généralement, c'est ce que tu fais si tu veux attendre que ton fichier JS ait chargé tous les assets avant de les manipuler. Par exemple, imaginons que tu veux faire une page web et tu veux animer l'apparition de la page web. Tu vas devoir attendre que tous tes éléments soient chargés avant de les utiliser dans l'anime. Donc tu vas utiliser une méthode fetch pour charger tes éléments. Oui. Et jusqu'à là, en effet, tu vas utiliser les blobs pour charger tes images. D'accord. Est-ce qu'on là, je sais pas si c'est le plan de la journée, mais on pourrait animer une page avec vous pour voir faire une petite page animée, ce serait intéressant parce que j'avoue que c'est le seul cours où on pourrait le faire en fait. Moi, c'est pas l'objectif. Ils sont censés voir de la data. Maintenant, je pourrais essayer. Après voilà. Si c'est pas le parcours, c'est pas grave. Je pourrais essayer de l'intégrer. Après, il y a plein de manières de le faire. jQuery fonctionne très bien pour ça. Après, on pourra avoir des choses comme ça en effet pour essayer d'animer des pages web parce qu'il y a plein de méthodes pour animer des pages web. Il y a pas mal de librairies pour animer directement les blocs et puis après vous pouvez animer des choses dans des pages web, vous pouvez animer des fichiers SVG, des canvas, des machins, des trucs comme ça, notamment avec Lottie qui est assez pratique. Donc ça, j'essaierai de vous le faire voir en effet, je le note. En vrai, ce que je vais vous dire, c'est peut-être ce que pense aussi toute la classe. Votre cours, il est hyper complet et tout, mais ce que nous, on a à côté avec les autres profs, forcément, je pense qu'on va avoir du retard parce que voilà quoi. Moi, mon cours, typiquement... Il nous manque énormément on a beaucoup de trous à combler. Après, pour ceux qui sont bien avancés et tout, il y en a qui comprennent un petit peu plus que ce que vous écrivez, mais pour d'autres... Je vais vous donner toutes les clés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez les sources techniques, et je vais vous donner les sources graphiques, etc. Donc on va avancer là-dessus. Et après, les autres cours sont justement là pour s'agréger au total. C'est-à-dire qu'au global, les cours que vous avez sur le web design, ça va vous permettre de designer typiquement l'exercice que je vous demande pour la prochaine fois. Parce que ça c'est du design. Vous avez les parties WordPress, etc. Ça va vous permettre aussi directement de pouvoir commencer à travailler de la data viz, mais sur un fichier, sur une page WordPress, parce que c'est intéressant aussi d'avoir la partie CMS que nous on voit pas, qui est la partie justement back office. Moi je vous fais vraiment les actions, les éléments actionnables, et les autres cours sont là justement pour vous donner tous les autres éléments. Le cours de JavaScript va vous donner vraiment tous les éléments de base pour programmer. Mais en effet, c'est des choses qui avancent en parallèle. Ok, typiquement, par exemple, je vous donne un exemple. Là, on a, pour vous donner un exemple de comment on pourrait chaîner les informations, on pourrait très bien se dire qu'on veut charger nos données une fois qu'on a chargé l'image. Et donc, je pourrais, à la suite de ma fonction load image dans le Zen, en fait, charger le reste de mon load data. Et là, ça veut dire qu'en fait, je chargerai mes données, mon CSV, une fois que j'ai chargé mon image. Donc, vous voyez que j'ai l'image qui est d'abord présente et ensuite, j'ai mon CSV qui apparaît. Donc, ça qu'il faut vraiment retenir là sur la méthode fetch, c'est asynchrone, donc il faut suivre les étapes. Et 2, c'est les méthodes Zen qui nous permettent de passer à la suite. Voilà, ça, c'est le plus important. Voilà. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là ou pas? Ouais, ça va. On va commencer à manipuler. Il est 15h, donc je vous propose de se faire une petite pause de 10 minutes. Ça marche. C'est ça, hein, il est 15h54. Oui, on essaye de reprendre à 15h05, 15h10. Le temps de se faire un petit café et on va attaquer GraphJS. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va continuer avec ces méthodes-là. On va la réécrire. On va repartir d'un truc un peu vierge, on va la réécrire et également on va s'amuser à parser nos données et à commencer à les trier pour essayer de faire un graphe. Ok. Voilà. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout.